peu de ça, de faire plus de recherche ensemble dans l'avenir. Je vous présente aujourd'hui un sujet que je trouve personnellement super intéressant parce que c'est la connexion entre la sécurité et les humains qui gèrent cette sécurité, parce que la sécurité vient pas de soi-même, mais la sécurité c'est toujours défini avec les humains qui définissent les règles et les choses à faire et qui prennent aussi les décisions à la fin. Ce sont les deux aspects qui sont intéressants pour moi, donc de configurer le système et puis d'avoir situational awareness pour prendre les décisions. Et ce que nous présentons à vous aujourd'hui, c'est un système, comment on peut avoir une remote situational awareness avec des interfaces mixed reality, donc virtual reality, augmented reality, et des travaux dans cette direction. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est notre nouveau bâtiment et avec le Mixed Reality, on peut directement faire un blend-in de la réalité mixte ou virtuelle. Donc, c'est maintenant le même bâtiment, mais il a changé du monde réel au monde représenté dans le virtuel. Et on voit déjà qu'il y a beaucoup de possibilités parce que c'est pas comme un dashboard où je vois ce sont les paramètres, mais c'est vraiment d'être dans la situation, même si je suis pas nécessairement sur lieu. Donc, juste 3 mots sur la chaire. Donc, nous faisons la cybersécurité pour les infrastructures critiques, dont naturellement aussi le transport ici en bas. Nous avons 4 axes. Le premier, c'est Security by Design, donc comment est-ce que je peux sécuriser les systèmes le plus que possible. Mais comme les systèmes ne sont pas statiques mais dynamiques, c'est quelque chose qui change pendant le temps, quand on a une réconfiguration, quand on a une interaction avec des humains dans le système, et pour ça. Deuxième axe, c'est détection et analyse des données dans les systèmes. Troisième axe, c'est mettre l'humain dans la boucle, et c'est dont on parle le plus aujourd'hui. Et quatrième axe, c'est aussi comment est-ce que je peux créer des algorithmes pour défendre les systèmes automatiquement. Les mesures qu'on utilise pour, les outils qu'on utilise pour faire ça, ce sont ceux en bas, donc naturellement l'intelligence artificielle. On utilise aussi les distributed ledgers comme le blockchain, mixed reality et aussi naturellement les jumeaux numériques. Et une chose qui est aussi intéressante pour moi et toujours important quand on utilise l'IA, c'est d'avoir aussi le ethics, donc cette dimension aussi dans la recherche. Nous avons pour le moment 12 tests qui sont distribués dans le spectre des capteurs sur Edge Cloud jusqu'aux utilisateurs. Donc je ne vais pas détailler ça, mais ce que je vais détailler, c'est ceci-là. Donc, chez nous, comme nous avons des partenaires industriels, la recherche appliquée, la recherche avec les partenaires, donc les expérimentations, c'est quelque chose de très important et c'est pourquoi il est intéressant et important que nous avons un testbed avec aussi des automates industriels, mais aussi des parties logicielles virtualisées à la droite. Et ça, c'est intéressant et important parce que ça nous permet de vraiment faire les expérimentations pendant la recherche et aussi de faire les settings et les setups pour rechercher des problèmes dans les systèmes un peu plus ou moins dangereux de casser que les vrais systèmes, mais en même temps aussi réels que les vrais systèmes. Ça, c'est intéressant parce que ça nous mène déjà dans le sens d'aller du parti physique jusqu'au parti virtualisé en haut. Et c'est exactement ce qu'on fait avec la Mixed Reality. Donc, c'est aussi le stack de la Mixed Reality. Donc, si on regarde le stack plus en détail, on a les choses physiques qu'on veut bien gérer. Et on a les humains qui vont faire la gestion et normalement, ils se déplacent. Mais avec la réalité mixte, on peut faire ça à la distance avec en même temps être même beaucoup plus proche que juste regarder un dashboard. Oui, donc je ne vais pas aller dans le détail, mais ce sont les différents composants qui sont intéressants de regarder si on crée des systèmes. Et ce qui est important, c'est que la réalité mixte, ce n'est pas seulement la partie en haut, mais si on veut utiliser ça pour sécuriser un système, pour intégrer ça dans un SOC,
il faut naturellement sécuriser le stack entier, donc du capteur jusqu'à la présentation, parce qu'il y a aussi la possibilité qu'il y a des choses. Et voilà, comme ça, c'est important de regarder le stack entier parce que aussi la qualité de données dépend naturellement au comment est-ce que je distribue les données entre ce stack-là. Ok, donc, oups, désolé, c'était la faute direction. C'est la chose avec les animations, il faudrait regarder. Ah, mais peut-être je peux. Ah oui, ça va arriver. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a si on utilise la mixed reality pour la gestion? Donc, on peut faire remote management, on peut déjà faire ça, mais en top de ça, on a situational awareness avec les casques que je vois là. Et on a aussi la possibilité de faire une collaboration étroite dans un espace virtuel où on peut faire quelque chose ensemble. Mais il ne faut pas rester seul dans ces systèmes, mais on peut aussi utiliser l'IA pour des différents aides dans le processus. Donc on peut l'utiliser directement dans le processus de gestion pour déjà filtrer les données. On peut l'utiliser dans les jumeaux numériques pour fédérer les données, par exemple. Et on peut naturellement aussi l'utiliser comme aide pour celui qui voit une visualisation, pour avoir un assistant, pour avoir des propositions, qu'est-ce que je veux bien visualiser, etc. Ok, donc, parce que moi, je vais juste ouvrir le sujet et Alex va aller beaucoup plus dans le détail. Donc, pour moi, quels sont les avantages d'avoir une interface mixed reality pour un SOC? Donc, on a plus de insights parce qu'on a l'information du contexte dans le monde qu'on a vu dans le virtuel. On a différents views, donc différents points de vue sur les données parce que une ligne de recherche que nous faisons est ce que on a des visualisations, on peut facilement le changer et comme ça, l'idée est d'avoir un accès intuitif aux données. C'est un peu comme dans le Matrix où on peut changer, ok, maintenant je vois dans la perspective comme ça, le prochain moment je peux prendre une autre perspective et pour moi, ça sera un outil super puissant dans l'avenir d'avoir vraiment une intuition sur la complexité des données qu'on voit dans ces systèmes. Prochain point, c'est l'analyse interactive parce que je veux bien changer peut-être avec l'aide de l'IA les visualisations pour que je puisse comprendre ce qui se passe et prendre les décisions. Après, je peux centraliser l'expertise. Je peux dire, OK, maintenant, j'ai plusieurs centres de sécurité pour les différents raisons et maintenant, je peux le mettre ici et demain, je peux le mettre à autre place. Comme ça, je peux centraliser ça, mais en même temps, on veut aussi naturellement avoir la résilience. Mais c'est très bien d'avoir des experts aussi ensemble dans l'espace virtuel. Donc, on peut faire tous les deux, donc centraliser et en même temps être distribué, mais centralisé dans l'espace virtuel. Aussi un grand plus pour moi. Et voilà, donc c'est la collaboration dont j'ai juste parlé. Et dernier point, ce que je veux évoquer, c'est ce qu'on peut aussi, avec les jumeaux numériques dans le monde virtuel, anticiper comment se comporte le système si on reconfigure, par exemple. Et ça, c'est aussi quelque chose où on a la sensation directe parce qu'on regarde ça dans la réalité virtuelle. Et en même temps, on peut avoir la simulation parce que la réalité virtuelle, c'est toujours généré. Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut sans faire quelque chose avec le système réel. Ok, c'est ça pour l'introduction. Et moi, je vais terminer avec une présentation comment pourrait être un place de travail dans la réalité virtuelle dans un SOC du futur. Et après, je donne la parole à Alex, qui est postdoc à la chaire et qui travaille sur ce sujet pour longtemps, mais il va vous introduire ça aussi. Donc, voilà.
Et on va maintenant que, juste entre le bureau, on met les casques et avec un fingertip, on est sur un autre lieu. On peut être maintenant dans un train, dans une usine, dans des espaces qu'il faut aller, mais il ne faut pas y aller physiquement. C'est un peu ça dans le monde réel, mais c'est beaucoup plus proche que de regarder juste un dashboard, et spécialement pour les experts qui connaissent les lieux et qui savent qu'est-ce qui s'y passe. Et pour moi, ça serait aussi intéressant de voir quel est l'agrandissement de la vitesse de se comporter et de se trouver dans ces environnements pour prendre des décisions. Ok, c'est la fin de ma partie. Donc, Alex, je donne la parole à toi. Ok, merci Marc-Oliver et bonjour à tous. Donc, je vais partager à mon tour mon écran. Alors, est-ce que je peux partager un écran? Parfait. Donc, je ne sais pas si vous voyez le début de la présentation. Moi, j'ai pas de retour, j'ai l'impression. Oui, ça marche. C'est parfait. Ok, impeccable, merci. Donc, comme l'a dit Marc-Oliver, donc je suis postdoctorant à la chaire et j'ai effectué ma thèse. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui assez rapidement pour laisser place à des questions. Donc, le sujet de la thèse et mes travaux de recherche actuels. Donc, qui concerne la visualisation 3D interactive et collaborative de l'état de sécurité d'un système, et aussi en lien avec des systèmes cyberphysiques. Et je vais aborder à la fin une toute petite partie sur les immersive analytics qu'on est en train de traiter actuellement avec un autre doctorant de la chaire, Nicolas Deguel-Combel. Donc, pour me présenter très succinctement, j'ai été ingénieur de recherche pendant plusieurs années en réalité virtuelle et en interaction en machine. J'ai donc effectué ma thèse et mon postdoc au sein de la chaire CyberCNI. Et la thématique de la recherche, c'est l'utilisation des environnements virtuels collaboratifs pour la cybersécurité. Donc, vous avez sur le diagramme de Venn suivant un aperçu de tous les aspects qui me paraissent pertinents par rapport à ces aspects-là. Donc, on a présenté ce schéma-là lors d'un workshop dans une conférence de réalité virtuelle en 2018. Et un autre aspect intéressant, c'est ce qu'on appelle la cyber situational awareness, qui est en fait la capacité d'un utilisateur à comprendre ce qu'il se passe sur un réseau. Donc, il s'agit d'une capacité à la fois cognitive et à la fois technique, donc qui nécessite de traiter les données, de faire différents filtrages sur des données capteurs pour arriver justement à des données interprétables par un humain, et aussi une manière d'améliorer donc les processus cognitifs d'un utilisateur. Donc, à gauche, vous avez un schéma assez complet proposé par Jacobé, qui s'appuie justement sur un modèle de la CSA très connu, qui s'appliquait plus à l'aéronautique. Et à droite, vous avez justement pourquoi est-ce que mon sujet de thèse s'appelle le CyberCOP. Le COP était pour le Common Operational Picture, qui était en fait justement le support qui permettait d'améliorer l'acquisition d'une situational awareness. Donc de manière très simple, voilà un schéma qui résume mes travaux de thèse. Donc l'idée était justement de déterminer comment améliorer la CSA d'analyste, donc la Cyber Situational Awareness d'analyste, de cybersécurité dans le cadre des SOC. Et donc, la solution que j'ai proposée, c'est de simuler donc une analyse d'alerte en analysant un peu les comportements des personnels au sein d'un SOC et en leur proposant un scénario simplifié dans le cas d'attaque, en l'occurrence WannaCry. Donc, j'ai soutenu ma thèse le 16 décembre 2019. Et donc, mes travaux actuels sont la suite de ces travaux-ci. Donc, pour ce faire, nous avons étudié les SOC, nous avons essayé de déterminer quels étaient les échanges et les interactions collaboratives au sein de ces structures. Et nous avons essayé de proposer une médiatisation de la collaboration au sein de ces structures. Pour ce faire, nous avons donc proposé un modèle, le modèle CyberCOP, qui a été présenté lors de 2 conférences scientifiques, qui permet en fait après une analyse de l'activité, donc des pratiques des différents analystes et experts au sein d'un SOC, de traduire ça en fait en implémentation pour un environnement virtuel collaboratif, donc en différentes exigences et en différents cas d'utilisation à différents critères, pour enfin l'instancier, l'implémenter dans un scénario bien spécifique. Donc en l'occurrence, nous avions choisi un scénario d'analyse d'alerte qui comportait plusieurs rôles, donc un rôle d'analyste plongé dans les données, un rôle de coordinateur qui lui a une vue plus globale, plus holistique d'une situation. Et à l'aide de différents filtres sur les données, de différentes actions, il devait pouvoir échanger des informations, un peu comme dans un SOC, mais en transposition dans un environnement virtuel, pour arriver justement à caractériser des alertes. Donc, voici juste pour précision le protocole que j'ai désiré effectuer lors de ma thèse. Donc, en 3 phases, un protocole issu donc des analyses de l'activité plus de la psychologie cognitive, donc à savoir une visite de terrain. On détermine ce que l'on peut faire, quelles sont les données qu'on peut récolter.
Des visites approfondies qui sont considérées un peu comme on va dire un stage de troisième pour simplifier, où vraiment l'analyste, l'expérimentateur essaie de comprendre quelles sont les activités des personnels qui travaillent, de leur poser des questions, de les enregistrer si possible. Et un travail hors SOC, en cycle, qui permet justement de raffiner ces données, de construire des modèles centrés utilisateurs, de proposer des prototypes d'applications et de revenir dans les SOC justement pour affiner un peu ces travaux aussi. Donc WannaCry a malheureusement, l'attaque de rançon logiciel qui a eu lieu en 2017 a mis un peu un coup d'arrêt à cette étude. Donc, ce qui m'a empêché de revenir voir les SOC car ils étaient sous l'eau. Mais ça m'a permis de développer un scénario d'utilisation qui donc est le suivant. Donc, que j'ai très très simplifié dans un flowchart justement collaboratif, à savoir qu'un un PC se fait contaminer par WannaCry ou par un autre rançongiciel. Et ça lève certaines alertes, et du coup, à la fois le coordinateur et l'analyste doivent justement effectuer des actions propres à leur propre rôle, leurs propres besoins, pour arriver à considérer s'il s'agit d'un faux positif ou d'une alerte. Donc, ce scénario aussi a été proposé à l'aide de deux interfaces. Donc, en haut à droite, vous avez une image de la vue donc, dans l'environnement 3D, où là, un utilisateur peut se balader, se changer de filtrage sur les données, changer de vue pour arriver à croiser les informations. Et la vue en bas à droite, c'est la vue du coordinateur qui a une vue 2D assez classique, sous forme de dashboard, qui permet donc de suivre le parcours de l'utilisateur et de déclencher certaines actions si nécessaire. Donc j'ai une petite vidéo à vous présenter si vous le souhaitez donc, sur ces travaux-ci. Donc qui récapitule un peu tout ce que je viens de dire, mais vous pourrez voir justement en action les différentes interfaces et différents rôles. Donc la vue coordinateur reçoit les alertes et envoie un ticket justement à l'analyste qui lui doit l'investiguer en immersif. Donc le pourquoi de l'immersif pourra être répondu dans les questions par la suite, ça je ne m'y attendrai pas maintenant. Et donc de la même manière, donc un analyste reçoit le ticket, le sélectionne et doit les investiguer, soit dans l'environnement cyber, donc une vue plus des réseaux, des systèmes d'information, soit une vue plus concrète qui concerne plus les informations relatives aux utilisateurs pour arriver à caractériser l'alerte. Donc les assets concernés par une alerte sont bien évidemment mis en évidence. On a simulé le fait qu'on puisse faire une analyse réseau ou différentes procédés d'analyse pour justement caractériser l'alerte. On a rajouté aussi une vue 3D, un graphe 3D, pour voir si ça pouvait aussi être intéressant par rapport à une vue concrète de l'environnement, car les graphes 3D sont maintenant sont assez, comment dire, assez représentés dans le domaine de la visualisation de données immersives. Donc voilà, bon, j'avais moins de cheveux que maintenant, mais la démonstration tient toujours. Et donc, pour compléter mes travaux de thèse, on a pu donc effectuer ce qu'on appelle une étude de l'utilisabilité des environnements virtuels, à savoir arriver à déterminer si oui ou non un utilisateur non expert en cybersécurité pouvait donc utiliser notre environnement pour effectuer une procédure simplifiée d'analyse d'alerte. Donc, ça a été présenté lors de la conférence Salento en 2020, conférence en réalité virtuelle encore une fois. Et vous avez à droite donc le scénario simplifié d'analyse d'alerte que devaient effectuer les utilisateurs. Donc pour cette évaluation, nous avons essayé de comparer trois environnements différents. Un environnement où on représente, comme vous l'avez vu, un environnement assez concret, où les ordinateurs sont représentés, où on peut donc se balader, etc. Un environnement sous forme de graphe qui reprend un peu l'idée du graphe 3D, mais dans ce cas-là, on a essayé de représenter un peu la topologie réseau et les assets sous leur forme physique. Et un environnement qui couple les deux, donc avec justement dans la partie réelle, on représente les liens topologiques. Donc les utilisateurs ont considéré que tous nos environnements était utilisable, car selon le test que l'on a utilisé, le score était supérieur à 70%, ce qui donc permet de dire que c'est utilisable par rapport à ce test. Et la préférence était d'aller vers l'environnement couplé. Donc à savoir que si l'on surcharge d'informations l'environnement virtuel, finalement les utilisateurs non experts ne sont pas perturbés par cette surcharge, ce qui nous paraissait au début être une hypothèse contre-intuitive. Donc j'avais une autre vidéo, mais je vois que le temps accélère et au final, je pourrais la présenter si vous le souhaitez lors des questions. Et je vais accélérer. Et donc là, je vais basculer maintenant sur les travaux que je fais actuellement au sein de la chaire, enfin que l'on fait au sein de la chaire sur l'utilisation de la réalité mixte pour les systèmes cyberphysiques. Donc avec toujours en tête l'idée de contrôle à distance et de cyber situational awareness, à savoir que pour nous, la réalité virtuelle ou la réalité mixte peut permettre de favoriser la compréhension d'une situation et l'échange d'informations, voire le contrôle à distance. Et pour ce faire, la réalité mixte, en fait, qui est souvent définie par un continuum proposé par Milgram et Kishino en 1995, concerne en fait un continuum entre l'environnement réel et l'environnement virtuel et différents types d'interfaces entre ces différents systèmes. Donc typiquement, si on a un casque HoloLens de réalité augmentée et qu'on décide de rajouter, de superposer des informations ou des tableaux de bord sur un système physique, on fait de la réalité augmentée, ce qui est pertinent, mais on peut aussi coupler ces systèmes-là à des systèmes totalement virtualisés, de type jumeau numérique et de type de contrôle à distance ou de simulation d'entraînement.
Donc pour nous, la réalité mixte a vraiment un intérêt parce qu'elle peut permettre de balayer tout le spectre des systèmes cyberphysiques, soit le contrôle sur place du système réel, soit le contrôle du jumeau numérique, soit l'entraînement à distance. Pour ce faire, nous avons donc développé différentes modélisations, donc ce qu'on appelle low poly, donc en polygone simplifié, de différents systèmes industriels que nous avons à notre disposition. Donc par exemple, une plateforme Fisher technique ici représentée de manière très simplifiée en bas à gauche, les différents éléments qui la composent en bas à droite et un taux d'un scénario en fait d'attaque sur une cuve, enfin sur un système de régulation d'une cuve d'eau proposé par l'entreprise Diatim. Et au-delà de la modélisation de ces systèmes, nous avons aussi donc proposé une connexion avec des systèmes existants, donc un CyberRunge, un outil de simulation des réseaux, mais aussi des SCADA, donc des systèmes de contrôle et de monitoring de systèmes cyberphysiques, via pour l'instant une API REST, qui est une des plus simples à installer. Donc ce que vous voyez sur les images, c'est une interaction en environnement virtuel sur des centrifugeuses d'une usine de lait. Et les données que vous voyez, en fait, proviennent vraiment du SCADA simulé ou d'un SCADA réel. Et nous pouvons modifier certaines dimensions des objets, donc la couleur, par exemple, la vitesse de rotation dans la simulation par rapport aux données réelles, ce qui peut permettre justement de favoriser la compréhension de la situation, peut-être plus facilement qu'un dashboard, qu'un dashboard classique. Donc toutes ces simulations, les liens que vous avez sur GitHub sont en fait des liens WebGL qui permettent de les tester. Donc je pourrais les refournir à l'issue de la réunion si vous le souhaitez. En complément donc, de la connexion avec des systèmes réels et la modélisation, nous avons aussi décidé de travailler sur la génération semi-automatique de topologie 3D de scénarios, à savoir que pour l'instant, chaque objet doit être un peu mis à la main. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir plutôt des modules assez haut niveau de génération de scénarios en fonction des topologies. Donc, je vous ai mis ici un exemple assez simplifié d'une topologie réseau et de l'implémentation 3D des objets dans un environnement à la gauche. Donc, vous avez une vue de haut de l'environnement. Et donc, on a travaillé sur certains petits algorithmes qui permettent de faire ça assez simplement. Donc, c'est semi-automatique parce qu'il y a toujours une phase de définition à la main et de position à la main. Mais l'idée est d'aller justement vers une génération en fonction du type d'objet, en fonction du scénario, en fonction du besoin des utilisateurs, arriver à pouvoir générer donc, ces scénarios-là et pouvoir générer les topologies 3D pour copier au mieux un jumeau numérique des systèmes cyberphysiques qu'on essaie d'étudier. Et en complément à ça, enfin, ce que j'essaie de faire actuellement, c'est une étude d'un point de vue plus réalité virtuelle que cybersécurité, de la navigation au sein d'une topologie réseau. Donc, on a une topologie réseau qui est en fait un graphe, donc qui est assez abstrait. Et comment est-ce qu'on pourrait naviguer en fait dans un environnement réel pour essayer de sélectionner un asset qui nous intéresse. Et dans ce cas-là, on a décidé en fait de se baser sur un scénario d'attaque cyberphysique proposé par des étudiants de l'IMT Atlantique. Donc une attaque assez complexe en plusieurs phases, mais qui traverse trois zones des réseaux, donc à la fois la DMZ, le réseau LAN et enfin le réseau industriel, pour permettre justement d'avoir un contrôle sur le système cyberphysique, enfin le système physique du réseau, on va dire. Et donc, nous souhaitons comparer trois métaphores. Donc, la première assez simple est celle de la carte. Donc, en fait, on représente une vue 2D de l'environnement vue de haut. Et quand on sélectionne un élément de la topologie, il se met en évidence sur la carte, donc ce qui peut permettre de s'y déplacer. Mais nous avions envie de voir, en fait, je n'ai pas corrigé la slide, il y a une petite coquille. Nous voulions essayer de voir, en fait, si l'on pouvait tirer parti des environnements 3D pour proposer d'autres systèmes de guidage. En l'occurrence, un guidage au sol, par exemple, comme vous pouvez le voir sur l'image du milieu. Donc, il y a un guidage de type Street View, on va dire, ou peut-être GPS, où il y a une ligne à suivre et donc vous pouvez vous déplacer dans l'environnement en perdant un peu le contexte général, mais en pouvant vous tourner vers l'élément qui vous intéresse. Et enfin, un troisième élément, une troisième métaphore de navigation, qui est la métaphore du filtrage de données. Donc, au lieu de surcharger l'utilisateur de toutes les données possibles et inimaginables dans l'environnement 3D, on va lui permettre de faire disparaître, de dissoudre les éléments qui ne l'intéressent pas pour voir en transparence les éléments dans la zone concernée. Donc, ces trois métaphores, l'expérimentation est en cours de finalisation et les tests utilisateurs devraient commencer dans les semaines à venir. Et l'idée est de déterminer quelle est la métaphore qui permet de mieux comprendre donc justement que le réseau est segmenté en plusieurs zones, de mieux se déplacer donc plus facilement ou plus ludiquement vers les différents assets et surtout de mieux participer, de mieux résoudre en fait le scénario d'analyse d'alerte qu'on a implémenté, donc dont je n'ai pas parlé, où en fait vous avez sur chaque PC que vous pouvez sélectionner une liste, un historique des actions, des logs, et vous devez justement remonter la trace de ces logs, un peu faire comme une analyse forensique pour arriver à déterminer quelle était la source de l'attaque et quel était le mode opératoire. Donc voilà, je parle assez vite, je pense, mais c'est il y a beaucoup d'informations à transmettre, mais c'est pour laisser la part belle aux questions. Donc je finirai par une petite des travaux qui sont actuellement en cours par un doctorant de la chaire, Nicolas Delcombel, où on s'intéresse à l'aspect plus visualisation immersive de données par rapport à l'aspect navigation et interaction dans un environnement virtuel ou un jumeau numérique.
À savoir que l'immersive analytics connaît maintenant un boom depuis quelques années du fait de l'explosion des casques de réalité virtuelle assez puissants et grand public et par l'amélioration des algorithmes de machine learning et aussi par l'adaptation des cartes graphiques pour faire ce calcul-là. Et donc, en fait, il existe maintenant plusieurs outils ou représentations de données qui permettent justement d'améliorer la compréhension de certains systèmes ou surtout de proposer des systèmes, enfin des représentations assez abstraites et de grands volumes de données. Donc, je vous ai présenté ici un petit panel dont Daedalus Vis, qui est une visualisation très ancienne, enfin très ancienne à l'échelle de l'évolution de l'informatique, on va dire, qui date de 2012, qui permettait en fait de visualiser les connexions sur des botnets dans le dark web sous une forme un peu graphique, un peu 3D, qui permettait de mieux comprendre ça. La visualisation du milieu est proposée par Kaur Kuhlmann et qui vise justement à améliorer donc, la cyber situational awareness d'analystes. Donc pour ce faire, il les a interviewés longuement, il a étudié un peu quelles étaient les pratiques au travail pour leur proposer des représentations de données assez adaptées. Donc elles sont adaptées à certains besoins, mais pas à d'autres, bien évidemment, ce qui peut paraître un peu cryptique quand on regarde le type de visualisation proposée. Et enfin, en haut, une visualisation donc, en réalité mixte qui utilise à la fois des représentations 2D, des courbes assez classiques de dashboard, mais qui les met en lien et surtout qui les superpose par rapport à une table tactile, donc pour permettre justement de mieux comprendre la corrélation entre différentes informations. Il ne faut toutefois pas oublier que ces représentations de données arrivent qu'en bout de chaîne du pipeline de traitement des données. Donc, à savoir qu'il faut quand même, avant ça, capturer les données des différents capteurs, les mettre dans des systèmes, par exemple des SIEM, donc des systèmes d'agrégation de l'information, ou des SCADA pour les systèmes industriels, de les traiter, d'appliquer des algorithmes de machine learning ou de nettoyage pour proposer à un humain une visualisation de ces informations-là qui soit adaptée à ses capacités cognitives. Donc, cela nécessite bien sûr un traitement de l'information et cela n'est pas aussi assez trivial parce que les données en cyber, typiquement, connaissent différentes dimensions, comme vous pouvez le voir sur l'image du bas. Et tout le travail cognitif des analystes doit être mis en relation avec ces différentes données. On ne va pas réinventer la roue, on ne va pas réinventer les pratiques en cyber, mais il faut les prendre en compte. C'est un peu le point justement de mon point sur cet aspect-là. Donc Nicolas, lui, va travailler plus précisément sur améliorer les processus de détection d'intrusion avec des visus 3D immersives. Et là, il travaille actuellement sur deux métaphores intéressantes. La métaphore de l'hélice, qui permet donc de représenter des données de manière temporelle et de voir des patterns périodiques assez facilement. Donc, il s'agit de travaux de thèse proposés des années précédentes avant lui par Alma Cantu, une théseur de d'IMT Atlantique qui a travaillé pour Thales pour des données radar qui fonctionnaient sur le même principe de détection de périodicité. Et la visualisation du bas donc, concerne une visualisation assez classique sous forme de matrix plot, ce qu'on appelle donc une matrice de données, non pas en 2D mais en 3D, ce qui permet de corréler les dimensions 2 à 2. Et surtout, la 3D permet de rajouter des dimensions, donc par exemple la forme, la couleur, la taille. Et donc là, vous avez par exemple les cubes gros et rouges sont les cubes qui contiennent beaucoup d'informations. Donc en l'occurrence, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de votes sur un film un certain jour, tandis que les cubes bleus et petits donc, concernent les jours où il y a eu peu de votes. Et souvent, en fait, en immersive analytics, on aime bien coupler deux dimensions, une donnée à plusieurs dimensions pour arriver justement à voir ce qu'il en sort. Un des aspects intéressants sur lequel va se plonger Nicolas et qui peut vous intéresser aussi est tout le champ actuel de l'explainable AI, qui est en fait comment expliquer ce que font certains algorithmes de machine learning. L'exemple le plus concret est les réseaux de neurones, récurrents ou non, qui en fait donne un résultat et on ne peut pas forcément, en analysant le pipeline de traitement d'informations, comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce résultat et pas un autre. Donc il existe actuellement beaucoup de travaux pour arriver à expliciter cet implicite sur ces algorithmes. Et la visualisation de 3D permet justement peut-être de découper les différentes phases, les différents perceptrons ou différentes couches de réseau de neurones pour arriver à visualiser en fait quel était le transfert d'informations. Donc c'est ce que vous avez sur l'image du bas. Il s'agit de travaux assez récents proposés par Schreiber et Bock, ou alors de proposer justement un environnement qui permette de voir les différentes convolutions, les différentes informations sur des algorithmes de deep learning. Donc il s'agit pour l'instant de travaux au sein de la chaire très exploratoires, donc on n'a pas encore beaucoup avancé là-dessus, mais c'est une piste qui va peut-être nous intéresser justement à coupler avec toutes les autres informations que je vous ai présentées avant. Donc pour conclure, et pour résumer aussi la plupart des informations, donc, mes travaux concernant la visualisation de données immersives pour la cybersécurité et l'amélioration de la cyber situational awareness pour les analystes concernent différents aspects qui sont résumés sur le diagramme de Venn suivant.
et les différents aspects à prendre en compte pour arriver à justement à proposer avoir une efficacité lorsqu'on veut utiliser de la réalité mixte pour un socle ou pour des systèmes de sécurité qui soient un peu distribués. Et il faut prendre en compte justement le fait que cette médiatisation de la collaboration provient du domaine du CSCW, qui en anglais donc veut dire le Computer Supported Cooperative Work, qui est un domaine de recherche qui a maintenant une trentaine d'années. Et pour arriver à proposer des choses effectives, il faut se centrer sur l'utilisateur, donc proposer une étude de l'activité, donc quelles sont les données pertinentes, quels sont les rôles des utilisateurs, quelles sont les tâches à effectuer, et quelle est la collaboration que l'on souhaite donc utiliser. Est-ce qu'elle est asymétrique, donc à savoir que les personnes ont différentes vues sur les informations? Est-ce qu'elle est hiérarchisée comme au sein des SOC? Donc l'analyse de niveau 1 n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un analyste de niveau 3 ou qu'un décisionnaire. Est-ce qu'elle est colocalisée ou alors vraiment distribuée, etc. Donc il y a beaucoup de dimensions à prendre en compte, mais cela peut permettre justement de proposer un écosystème et un peu un environnement qui puisse, encore une fois, permettre de médiatiser toute cette collaboration, tout cet envoi d'informations. Les environnements virtuels peuvent aussi permettre à la fois de servir à la formation, donc qui serait en amont ou totalement découplé du système réel, à l'analyse temps réel, donc comme ça se fait actuellement en 2D dans la plupart des SOC, ou alors au reporting, donc après une attaque, pour permettre de mieux expliciter, mieux faire comprendre à certaines personnes qu'est-ce qui s'est passé de manière plus ludique. Concernant les systèmes cyberphysiques, donc la réalité mixte est vraiment adaptée aux contrôles et au monitoring distant ou local de ces systèmes par nature, car ils permettent à la fois de faire de la réalité augmentée sur site et de la réalité virtuelle, donc à distance. Par contre, ils nécessitent de modéliser donc, les différents objets que l'on souhaite et les différentes interactions sur lesquelles on souhaite agir, et aussi un couplage avec les outils existants par une interface sécurisée. Donc, en l'occurrence, l'API REST que nous avons utilisé n'est pas forcément le meilleur exemple d'interface sécurisée, mais une première preuve de concept. Et avec tout ça, le champ de l'immersive analytics qui est en train de grandir pourrait permettre justement de proposer une visualisation de données plus pertinente et permettant de mieux comprendre certaines situations, mais qui nécessite évidemment un développement informatique plus coûteux en temps et en humain, plus complexe, mais qui ouvre des opportunités assez intéressantes pour justement permettre d'offrir des environnements, des situations adaptées aux besoins des utilisateurs. Donc merci pour votre écoute. Je sais que j'ai parlé rapidement, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, en tout cas, nous sommes là pour y répondre. Donc peut-être, donc merci beaucoup Alex, peut-être j'ajoute quelques mots. Et si tu as encore le vidéo que tu n'as pas montré avant, peut-être si tu peux le chercher, afficher aussi parce qu'on a encore un peu quelques minutes. Donc Okay. la raison pourquoi ce système visuel est si intéressant de la dimension cybersécurité est aussi ce que le système visuel et audiovisuel des humains, c'est très fort. Et ça veut dire, si nous pouvons utiliser cette interface, nous pouvons peut-être, et j'espère ça, ouvrir une nouvelle dimension, d'être vraiment immersif, d'être capable de comprendre les situations de la cybersécurité mieux. Et c'est pourquoi, pour moi, la dualité entre l'intelligence artificielle ou le machine learning et avoir les humains dans la boucle, c'est très fort parce que l'avantage des algorithmes IA pour le moment est ce qu'ils peuvent plus vite analyser les situations complexes. Parce que pour les humains, si je vois un dashboard, c'est un peu complexe pour moi de prendre les données et de réagir très vite. Et avec l'interface Mixed Reality ou Virtual Reality, je vais probablement être plus capable de comprendre plus de choses dans moins de temps. Pas remplaçant le IA, mais avoir quelque chose où je peux peut-être beaucoup plus comprendre ce que fait l'IA dans une situation, parce que moi, je peux aussi être beaucoup plus dans la situation. Ce qu'Alex a montré, on ne peut pas seulement ajouter le contexte avec le Mixed Reality, mais on peut aussi montrer les données dans les différents points de vue, comme je dis, à l'entrée. Et ça veut dire que ce n'est pas vraiment augmenter, mais c'est aussi avoir donné différents accès sur les données. Et voilà, donc je voulais juste ajouter ça pour vous faire un peu comprendre pourquoi de la côté recherche, pour moi, cette interface Mixed Reality, Virtual Reality est vraiment quelque chose qui peut peut-être pas faire une révolution, mais qui peut définitivement contribuer beaucoup plus fort dans l'avenir, pas seulement dans l'enseignement où il y a pour le moment beaucoup de Mixed Reality, mais aussi sur la partie opérationnelle des SOC. Et voilà. Donc, maintenant, je suis fini avec ça, Alex. Et voilà. Donc, je vais commenter rapidement la petite vidéo. Donc là, vous avez
une présentation en fait de l'expérimentation utilisateur faite il y a quelques années. Donc, un utilisateur novice devait justement investiguer sur un système d'information, explorer différentes vues pour analyser différentes alertes. Donc, déterminer justement donc, s'il s'agissait d'une alerte d'entropie des systèmes de fichiers ou une alerte du débit réseau. Donc justement, on avait simulé le fait qu'on puisse lancer des analyses automatiques, mais ça, bien évidemment, ça peut être couplé à des systèmes réels. Et pareil, les processus rajoutés sur l'environnement étaient assez simplifiés. Les courbes étaient aussi là pour montrer qu'on se basait sur justement des données, des métriques disponibles dans les, comment dire, dans les SIEM actuels. Oh, la vidéo était assez courte et j'ai parlé en même temps. Mais oui, pour compléter ce que dit Marc Oliver, l'intérêt en fait de la réalité virtuelle et de la 3D est que justement, il y a beaucoup de théories depuis des années là-dessus dans la recherche, je ne m'y suis pas appesanti, mais le fait de faire des interfaces qui soient appelées donc des métaphores d'interaction, par exemple, qui essaient de calquer le réel, donc calquer par exemple nos différents sens, donc nous permettre de visualiser des choses, de les entendre, de les toucher, ça permet à un humain des fois de mieux comprendre certaines informations si elles sont bien sûr adaptées, si la représentation est adaptée à ses besoins et si elle est adaptée à cette compréhension. Le fait qu'on si on visualise les données sous forme d'hélice ou sous forme d'histogramme pour essayer de voir justement des récurrences ou des périodicités. Donc ça provient à la fois de l'algorithme de traitement des données qui nous propose une visualisation de données adaptée, mais aussi à la représentation en elle-même, qui nous fait dire que sur une hélice, si on voit donc un trait vertical, même s'il y a des sauts dans la périodicité, on peut quand même dire qu'on peut déterminer des tendances peut-être plus facilement avec moins de faux positifs qu'un algorithme de traitement actuel. Donc c'est pour ça que les travaux en fait en réalité augmentée, réalité mixte, s'intéressent un peu aux aspects multimodaux en fait des capacités humaines. Mais c'est pas magique, bien évidemment. On va pas réinventer la roue, on va pas proposer des choses que les SIEM ne font pas. On va plus se baser en fait sur ce que font déjà les outils actuels pour proposer des compléments en fait à ces différents outils.